Bienvenue au podcast Être un Une sans frontières. Mon nom est Pierre-Luc Huot. Je suis directeur général d'Ingénieurs sans frontières Québec. Encore une fois, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre écoute. Un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, donc je vais m'entretenir avec Maxime Ladouceur, qui est trésorier et administrateur sur le conseil d'administration de notre organisation. Maxime Ladouceur travaille également pour la société Makivik, donc une société qui œuvre dans le Grand Nord du Québec, donc dans les territoires du Nunavik, auprès des communautés inuites du Québec. Donc on va en apprendre un petit peu plus sur le Grand Nord, comment ça se passe là-bas, c'est quoi les défis qu'on a quand on travaille dans cet environnement. On va essayer également de tirer des parallèles entre travailler en coopération internationale en Afrique, en Asie, en Amérique latine, versus travailler dans le Grand Nord du Québec. Il y a des différences, mais également des similitudes. Donc, j'en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Maxime, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Pierre-Luc, très content d'être ici aujourd'hui. Ouais. De quoi qu'on va parler, Maxime? Écoute, on peut parler de ce que tu veux. As-tu des idées? Non. Ah oui, non, on a un petit plan, de match quand même. Oui. En fait, bon, on va crever l'abcès, on va parler du nord du Québec, en grande partie. Puis je commencerai peut-être un peu plus à regarder, toi, tu sais, comment tu es arrivé en fait à travailler dans le nord, puis c'est quoi ton parcours, tu sais, qu'est-ce qui t'a attiré vers un travail de ce genre-là? Puis on se dirigera par la suite là, avec les autres sujets. Là. C'est un bon plan. Oui, absolument. Écoute, mon parcours, je suis né à Longueuil. Donc, oui, absolument, enfant unique. C'est important. C'est important de le mentionner. Ça change tout le reste de l'histoire. C'est parfait. OK. Donc, c'est ça. Fait que j'ai fait mon bac en génie mécanique à Polytechnique. Puis... en fait, moi, quand j'ai étudié à l'université, tout ça, j'ai pas vraiment participé à des trucs de coopération internationale. C'est pas quelque chose qui m'appelait spécifiquement. Puis j'avais jamais eu d'expérience liée à ça. Donc, mais j'ai eu un professeur dans un des cours, le cours de vibration qu'on avait en génie mécanique, qui était un cours très théorique et très complexe. Oui, beaucoup d'équations. Puis... Oui, effectivement. On avait un professeur qui était kenyan, qui s'appelait Njuki. Puis, un des trucs que j'essaie... En fait, avant le podcast, je me suis dit, je vais essayer de m'en rappeler. Puis, c'est peut-être parce que je vieillis, mais je suis pas capable de trouver qu'est-ce qui m'a poussé vers ça. Mais j'ai eu une idée à la fin de mon bac de dire, écoute, je vais faire un voyage en Afrique. Je vais partir en Afrique en sac à dos. Puis pourtant, j'étais allé à Banff un été, comme plusieurs Québécois. C'est parce qu'il t'avait parlé de son pays? C'est ce que j'essaie de me rappeler. Puis, oui, il m'en avait parlé un petit peu. On le connaissait, on savait qu'il venait du Kenya. Il avait étudié au Japon. Puis après ça, il était rendu... il avait débarqué à Polytechnique, puis il était rendu prof là. Puis, mais j'arrive pas à me rappeler si c'est lui qui m'avait parlé spécifiquement de ça. Mais bref, l'idée m'est venue de terminer mon bac. Moi, j'ai fini... à Noël avec la session d'hiver en génie mécanique. Puis je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Je sortais de l'école. On m'avait dit va en génie parce que ça ouvre bien les portes. Bien de la job. Classique. Tu vas avoir un emploi sûr, sécuritaire, des belles conditions. C'est ça, tu sais. Puis tout le long, je me disais, tu sais, à un moment donné, je vais trouver vraiment ce que j'ai envie de faire. Puis là, j'arrivais à la fin, puis je ne savais pas vraiment plus. Je te rassure, tu n'es pas tout seul. Ouais, hein, c'est ça. OK, c'est bon, parfait. Je pensais que j'étais le seul de ma gang. Non, il y en a beaucoup que, tu sais, c'est un beau parcours, le génie, tu sais. On apprend, c'est quand même assez diversifié. Puis l'ingénierie, en général, ça touche plein de domaines. Puis c'est souvent du multidisciplinaire. Mais ça reste que le fait d'avoir autant de choix, ça peut aussi amener un élément de confusion puis dire hey, veux-tu travailler pour le client, veux-tu travailler du côté firme de génie conseil, entrepreneurs généraux, tu sais. Fait qu'il faut un peu t'essayer. Puis je sais pas, à la Poly, est-ce que vous aviez des stages ou... Non, on était en fait une des dernières universités les plus... Je me souviens qu'à l'époque, tu sais, moi ça fait quoi? Ça fait 15 ans après. Là, que les stages, ça aide. Oui, les stages n'étaient pas obligatoires. Puis il y avait Sherbrooke dans le temps qui était vraiment intense sur les stages. Puis tu étais obligé de faire, je pense que c'était 3 stages. Puis oui, c'est vraiment formateur parce que Poly, nous autres, c'était très, très théorique.
avais le fameux tronc commun là, quand tu rentrais la première année, puis on se faisait dire qu'il y avait la moitié du monde qui partait parce qu'ils trouvaient ça trop... puis c'est vrai que c'était tough, puis moi j'ai trouvé que la première année, mettons, c'est la plus tough, plus tu allais vers la fin, plus ça devenait facile, tu sais. Ouais, ça devenait plus concret, plus pointu. Ouais, exactement, puis... mais c'est ça, c'est j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des comités étudiants, pour le Baja ou le canot de béton, des trucs comme ça qui sont des gens très techniques puis qui aiment vraiment l'ingénierie pratique, là. Ouais. Puis j'étais pas un de ceux-là. Donc, eux autres, je trouve que c'est peut-être plus facile pour eux autres après ça de trouver leur place. Mais moi qui étais quelqu'un, qui allait là-dedans un peu ouvert d'esprit, puis on va aller là. Je terminais, puis là, je savais pas trop en quoi m'en aller. T'sais. Fait que j'ai eu une idée, bref, je me souviens plus comment, mais j'ai eu une idée à un moment donné de faire un voyage en sac à dos, puis de partir en Afrique. Je disais, je vais aller au Kenya, parce que justement, il y avait un lien avec notre prof. Puis son frère habitait encore là-bas, donc ça me faisait une petite porte d'entrée. Puis voilà, fait que je suis parti avec mon sac à dos. Seul? Seul. J'ai emmené ma tante, mes choses, puis j'étais allé 2 mois, puis ma copine est venue me rejoindre pour les derniers 2 semaines. Fait que je suis parti là avec 0 expérience, un planning, mon Lonely Planet que j'avais acheté, puis je m'étais fait un trajet là-dedans pour aller visiter le pays, puis j'ai vraiment adoré ça. T'sais, ça a été une super belle expérience, puis de voir un peu comment les gens vivent sur une autre culture, tu es complètement dépaysé. T'sais, moi je dis toujours, il n'y a pas grand-chose qui dépayse plus qu'arriver dans un aéroport en Afrique. Là, il y en a des pires que d'autres. Il y a des aéroports pires que d'autres, là, mais ouais, effectivement, ça peut être dépaysant. Oui, écoute, j'ai rencontré des gens incroyables, l'esprit de communauté, tout le monde se parle. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde s'appelle maman, papa, mon frère, ma soeur. Mon oncle, ma tante. C'est vraiment, c'est très... c'est ça c'est un des constats là, qu'on fait souvent, là, c'est qu'on sent que la distance entre les gens est beaucoup plus faible. Ouais. On sent que le temps est plus lent, mais que la distance est plus faible. Donc, on a souvent une proximité plus rapide avec les personnes. Puis, c'est pas rare là, que des enfants appellent maman, papa, mais que c'est pas réellement leur mère ou leur père. Puis non, exact. Tu as fait raison. Puis, tu sais, un des trucs après, quand tu reviens, je trouvais, ici, mon voisin, je sais c'est qui, mais tu sais, à peine, là. Puis, j'habite à Laval. Tu sais qui coupe son gazon le dimanche matin. C'est ça. Mettons, mon deuxième voisin, là, déjà là, c'est tough. Puis le troisième, oublie ça, tu sais. Ouais. Tandis que là-bas, je veux dire, tout le monde se connaît beaucoup plus. Et il y a comme vraiment, comme tu dis, une proximité. Fait que, j'étais allé là, puis je me souviens qu'à un moment donné, j'étais dans un petit village. Ça s'appelait Kitale, au nord-ouest du Kenya. Puis j'étais dans un genre de petit resto. Puis à côté de moi, il y avait des gens qui avaient l'air de travailler en coopération internationale. Ouais, je connaissais zéro là, à l'époque là, de ce milieu-là, mais je voyais qu'ils travaillaient sur un projet, je pense, d'aide alimentaire, ou si je me souviens bien, puis je les voyais travailler un peu, puis j'écoutais un peu d'une oreille là, en mangeant, puis là, je me disais, écoute, ça doit tellement être le fun, travailler dans ce milieu-là, tout ça, puis là, je disais, écoute, et voilà, c'est quelque chose comme ça que je veux faire. Okay? Fait que, écoute, ma copine est venue me rejoindre, on a fini le voyage, c'était super le fun, puis on est revenu au Québec. Puis là, je me suis dit, bon, parfait, c'est décidé, je vais travailler dans quelque chose comme ça. Donc, tu sais, coopération internationale, ingénierie, ingénieurs sans frontières, évidemment. T'sais, donc, j'avais regardé un peu à l'époque, puis, il n'y avait rien d'ouvert, tout ça, ça n'avait pas fonctionné. Puis, tu sais, je m'étais vite rendu compte que, je peux pas partir comme 1 an au Togo ou quelque chose comme ça, tu sais. Donc là, les options pour travailler dans un milieu comme celui-là, d'avoir à y aller, tout ça, tu sais, puis de vivre ça, mais en ingénierie, tu sais, il n'y a pas énormément d'opportunités, là. Ça reste quand même un peu complexe. C'est en quelles années, ça, en dehors? C'était en 2008. OK. Ouais, 2008 environ. 2000, OK. Puis, fait que dans le fond, bon, j'ai commencé à chercher, puis finalement, après comme 2 mois, j'ai rien trouvé. Puis je me suis finalement trouvé un contrat dans quelque chose de complètement opposé, qui est les effets spéciaux au cinéma. Oh boy, OK. Donc, on est quand même champ gauche ici. Donc, en fait, c'est dur de trouver 2 domaines. Ouais, effectivement. Fait qu'on voit que je suis quelqu'un de très consistant dans mes valeurs. Fait qu'écoute, il y avait un contrat, c'était une période qui avait beaucoup de tournages à Montréal, de films, puis... j'avais un background en génie mécanique, fait que j'étais allé faire comme dessinateur technique sur
sur un film un tournage qu'il y avait à Montréal. Tu te souviens-tu du film? C'est le film Death Race. Death okay. Race, c'est un film avec Jason Statham. Ah, ok, ouais. Écoute, okay. Un film de course d'auto qui est hyper violent, hyper... on est loin, là. On est... tu as le droit de me juger. Ah, ben je non. respecte ça. Mais non, fait que j'ai fait ça pendant, c'est ça, peut-être près d'un an. Puis après ça, je suis revenu un peu au même point. Pour un an, j'ai dit, bon, là, écoute, on y va, on cherche. Puis après 3 mois et demi, ma blonde avait vu une offre d'emploi pour la société Makivic. Parce que mentionné là, ta blonde est ingénieure aussi. Oui. Fait que probablement qu'elle a travaillé déjà dans le domaine. Elle était chez Bombardier. OK, déjà. Génie mécanique, ouais. On s'est rencontrés à Poly, puis elle était déjà chez Bombardier, tout ça. Puis écoute, je cherchais, puis tu sais, tu te lèves le matin, c'est comme, bon, aujourd'hui, là, ça se passe. Fait que là, tu te fais un café, tu te mets devant l'ordi. Bon, là, tu fouilles, t'envoies des courriels, là. Écoute, c'est plein de techniques. Je me souviens que je disais, bon, mettons, tu sais, cette boîte-là de génie pourrait m'intéresser, OK. Là, je voyais, tu sais, c'est comme, mettons, je sais pas, je vais dire Hatch, là, mettons, @hatch.com, les courriels. Fait que là, je googlais @hatch.com. Je trouvais tous les courriels que je pouvais trouver de gens qui travaillaient là, puis j'envoyais des courriels, tu sais, des lettres. Spoiler le monde. Tu sais, je spoilais le monde en disant, hey, salut, tu sais, j'aimerais ça. Fait que finalement, ça n'a rien donné. Fait que, en tout cas, essayez pas ça, c'est pas la meilleure technique. Mais, donc, elle avait vu une offre pour la société Makivic que je connaissais zéro, en fait. Je connaissais vraiment peu le milieu autochtone au Québec. En fait, peu de gens connaissent la société Makivic, je pense. À moins de vraiment avoir déjà eu un contrat ou travailler avec la société, c'est quand même assez underground. Là, comme, oui, c'est immense. Là, c'est très gros. Puis, écoute, je partais tellement loin. Puis, c'est ça aussi que mon parcours là-bas m'a amené à réaliser. C'est que, tu sais, on parle pas beaucoup. Tu sais, que ce soit à l'école ou tout ça, tu sais, on n'a pas beaucoup abordé, en tout cas à l'époque, quand j'étais plus jeune, les questions autochtones, le volet autochtone. Tu sais, je savais même pas à l'époque qu'il y avait des Inuits qui habitaient au Québec. Tu sais, c'est quand j'étais allé... pareil. Tu sais, quand j'étais allé là, puis... donc, tu sais, elle voit ça, puis bon... chargé de projet pour une société Makivic. Projet dans le Grand Nord. Ah, OK. Communauté Inuit, OK. Tu sais, c'est intéressant. Fait que, tu sais, je dis, je vais aller passer l'entrevue, puis, tu sais, comme je te dis, tu sais, je partais tellement de loin, là, tu sais, je veux dire, j'arrive, puis on me dit c'est au Nunavik, puis là, je sais plus comment j'ai fait ce lien-là, mais tu sais, Nunavik, je pensais que c'était Nunavut en anglais, qui est le nord du Canada, puis qui est pas le nord du Québec. Puis tu sais, j'allais là pour, c'était un poste pour charger de projet pour construire des infrastructures maritimes dans les villages. Okay. Puis c'était pour construire des brise-lames. OK? Je te pose la question, est-ce que tu sais c'est quoi un brise-lame? Brise-lame, non, aucune idée. Non? Je ne vais pas te dire quelque chose vite de même. Un brise-lame, là, c'est quand tu regardes une marina, mettons, ou un quai, c'est l'espèce de bras en roche qui protège le tour de l'endroit où les bateaux viennent stationner. C'est comme un enrochement, finalement, pour protéger le... C'est comme un enclos à bateau. Ouais, c'est ça, mettons. C'est fait en roche. On appelle ça un brise-lame, OK? Tu vois? Fait que... puis moi, écoute, j'étais allé à l'entrevue, puis tu sais... Encore une fois, demande-moi pas comment j'ai trouvé ça, mais j'ai mélangé brise-lame et brise-glace. Ben, c'est le premier lien qu'on qui fait. est un bateau. Ouais, mais c'est ça que je me suis dit, ça doit pas être sur les bateaux, tu sais. C'est ça, tu sais. Brise-lame. Fait que je suis revenu de l'entrevue, je pensais que la job c'était de construire des bateaux au Nunavut, tu sais. Finalement, c'était de construire des enrochements au Nunavik. Puis j'ai eu la job. Fait que écoute, c'était quand même, c'était très drôle. Là. Fait que je partais vraiment de loin, tu sais. Ouais. Mais donc voilà, tu sais, c'est ça qui m'a emmené là, puis je trouvais ça vraiment le fun parce que je me disais, tu sais, ça rejoint un petit peu, tu sais, ce que je voulais aller chercher finalement avec les projets en Afrique ou tout ça, mais c'était un peu le dépaysement aussi, c'était le sentiment d'aider des communautés, tout ça. Donc, tu sais, je le vivais à travers les projets au Québec. Il y a un parallèle certain à faire entre faire de la coopération internationale, puis travailler dans le Nord. On retrouve beaucoup de similitudes là, en termes de contraintes, de réalisation, ou peut être aussi justement l'isolement de certaines communautés ou des difficultés, je pense, en apport de matériaux, des choses comme ça. Ouais. Il y a un parallèle à faire, certainement. Ouais. C'est sûr que ça reste que tu es au Québec, tu sais. Mais il y a quand même une barrière linguistique. Oui. Écoute, tu sais, le Nunavik, là, bon, ça représente à peu près le tiers de la province là, du Québec, puis c'est vraiment le nord du Québec, là, c'est... avec le Labrador qui est un petit peu plus à droite. Puis c'est, tu dis une barrière linguistique. Les Inuits parlent, Inuktitut, là, qui est la langue inuit, puis elle est beaucoup parlée encore au Nunavik.
qui est une des 4 régions inuits du Canada, si je ne me trompe pas. Là. Il y a le Nunavut, il y a le Labrador, il y a le Nunavik. Puis là, il y a le Yukon, qui est situé plus à l'ouest. Là. Puis c'est la région, si je ne me trompe pas, où est-ce que l'Inuktitut est la plus présente encore. Donc les gens le parlent entre eux. Ils l'apprennent à l'école encore, dans les premières années du primaire. Okay. Ouais. Fait que, tu sais, mettons les... Parce que c'est la langue parlée à la maison, j'imagine? Oui, puis ouais, c'est la langue parlée à la maison pour la plupart des gens. Donc, tu sais, tes 2 premières années de primaire, encore une fois, là, peut-être que je me mélange d'une année, là, mais première année, deuxième année, c'est en Inuktitut à l'école. Puis après ça, à partir de la troisième, tu choisis une langue donc français ou anglais, puis tu poursuis dans cette langue-là. OK? Fait que les gens vont parler Inuktitut beaucoup. Ils vont parler beaucoup anglais et un peu français. Fait que je dirais que... C'est quoi, un 60-40 ou plus que ça? Je dirais que, mettons, en pourcentage, là, il y a peut-être 20% des... Hey, je pitch vraiment des chiffres, là, mais c'est, mettons, 20% de la population qui parle français. On fera pas de fact-checking. Non, c'est ça, tu iras pas... Allez pas voir sur Wikipédia, là, mais c'est, mettons, 20% de gens qui parlent français, puis 80 qui vont parler anglais. La plupart des gens vont comprendre l'anglais. C'est rare que tu vas trouver quelqu'un qui parle, mettons, juste Inuktitut. Quoique dans les personnes plus âgées, ça arrive. Donc, tu sais, juste avec l'anglais, tu sais, tout se déroule en anglais, là, d'un point de vue travail. C'est très rare qu'on va parler en français. Fait que, mais oui, il y a encore des barrières linguistiques. Puis en gros, c'est quoi, parce que, bon, on l'a mentionné, Société Makivik, mais c'est quoi le rôle? C'est quoi cette société-là? Qu'est-ce que ça représente auprès des communautés? Bien, la Société Makivik, on recule là, en 1975. Enfin, en 1975, pour résumer, là, le gouvernement du Québec voulait développer la baie James. OK. Puis, quand ils sont arrivés avec le projet, il y avait les communautés Cris, les communautés inuites qui étaient sur le territoire de la baie James, qui est près de la Grande, là, LG2, entre autres. Puis, il y a eu des négociations qui ont été faites avec le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, Hydro-Québec, les Cris et les Inuits, donc pour essayer d'en venir à une entente parce que les populations autochtones ne voulaient pas que le projet nécessairement ils voulaient avoir des compensations et tout ça. Donc, ils ont négocié une convention qui s'appelle la Convention de la baie James et du Nord québécois qui a été signée en 1975. Puis qui est un bel exemple qui a été repris, là, qui est connu mondialement au niveau des traités puis des conventions des peuples autochtones puis des pays ou des provinces. Donc, en gros, ce que ça l'a mis les grandes lignes de ce qu'est le Nunavik, je pourrais dire aujourd'hui. Donc, les villages, ils ont créé des municipalités dans chacun des communautés. Il y a 14 communautés qui sont présentes au Nunavik. Donc, les communautés ont accepté de devenir des municipalités. Donc, au même titre que ce n'est pas des réserves là, qu'on a dans le Nord, comme on a avec les autres réserves autochtones. C'est vraiment des villages nordiques. Mais les territoires autour des 14 villages, ils ont des territoires de catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Puis les populations locales ont certains droits sur ces territoires-là. Okay? C'est quel genre de droits? Des droits de chasse? Les droits de chasse et pêche, entre autres, mais pour ce qui est, par exemple, de catégorie 1, il faut, pour tout projet qui va se développer sur cette terre-là, il faut avoir l'approbation d'une corporation, l'approbation de la communauté, dans le fond, là, on appelle ça des corporations foncières. C'est eux qui gèrent les terres. Puis tu peux pas acheter, que ce soit un local ou non, tu peux pas acheter une terre. Tu peux juste louer une terre à la corporation foncière. Puis il faut qu'ils donnent leur autorisation pour n'importe quel projet d'infrastructure qui est... je crois qu'il y a une nuance là, qui est au-dessus du sol. S'il y avait quelque chose par rapport en dessous du sol, ça... Comme de l'exploitation minière? Oui, il y a une nuance par rapport à ça. Là. Je ne me souviens plus exactement c'est quoi la différence, mais bref, il y a des règles différentes pour ces zones-là. Puis, donc, ils ont créé la Société Makivik officiellement, là, qui était une société existante qui représentait les Inuits de la région, qui existait déjà avant, mais qui a changé de nom, qui est devenue la Société Makivik. Donc, ils ont signé la convention dans laquelle le gouvernement s'engageait à à développer la région, à donner des infrastructures. Ils s'engageaient à plein de choses. Ils ont donné aussi une contribution financière aux Inuits et ils l'ont donné à la Société Makivik. Donc, Makivik a pris cet argent-là à l'époque et l'a géré finalement pour développer l'économie de la région. Donc, ils ont investi cet argent-là qui fructue encore aujourd'hui. Puis, ils ont créé des initiatives
depuis les 40 dernières années. Là, parce des initiatives du genre développement des communautés. Ils ont entre autres créé... mettons, si on le voit avec les compagnies, ils ont créé Air Inuit, entre autres, qui est la compagnie aérienne qui dessert les communautés du Nunavik, parce que c'est des 14 villages, mais qui ne sont pas accessibles par la route. Donc, c'est des villages isolés, puis tu peux juste te rendre en avion. OK. Fait qu'entre chacun des 14 villages, je pense que ça va de vraiment la baie James jusqu'au Labrador, là, la répartition. Oui. De mémoire, il y en a comme 7 plus du côté de la baie d'Ungava, puis il y en a comme 7 plus du côté de la baie d'Hudson. Oui, c'est à peu près réparti 50-50 d'un côté. Ça suit les côtes, parce que les villages... à l'époque, ils ont été créés parce que c'est pour la majorité des anciens postes de traite de la compagnie de la baie James, de la compagnie de la baie James, la compagnie de la baie d'Hudson, et Révillon Frères, qui étaient à l'époque deux compagnies de traite de fourrure. Donc, eux autres sont établis à des endroits stratégiques le long des côtes parce qu'ils... Pour avoir l'accès à l'eau. Et les Inuits venaient pour marchander à côté de ces postes de traite-là. Puis tranquillement, il y a eu les postes de traite, puis il y a eu des missionnaires anglicans aussi qui ont commencé à venir s'établir près des postes de traite. Puis là, tranquillement, c'est là que les villages sont comme créés avec le temps. Donc c'est ça. Les villages sont répartis, il y a peut-être en moyenne 200 km entre chaque village. Puis ça suit le tour de la province. Il n'y a aucune route. Ça se fait pas en motoneige, ça se fait vraiment... tu peux le faire les Inuits le font les locaux le font en motoneige. Ils peuvent le faire entre certains villages. Il y a d'ailleurs une course qui est organisée par la Société Makivik, entre autres, à chaque année, qui n'est pas en motoneige, mais qui est en traîneau à chien, puis qui part d'un village, qui se rend à un autre, puis ça dure environ une semaine, donc... Quand même, hein? Ouais, ça c'est... méchante excursion. C'est quelque chose, j'ai pas participé encore, mais écoute, peut-être un projet... projet de retraite un jour. Mais c'est ça. Donc tu n'as pas moyen. Les villages aussi les plus au sud n'ont pas de route qui les relie aux villages plus bas, donc du reste de la province. Donc, fait que tout ce qui est matériaux, alimentation, tout ce qui que tu as besoin pour vivre, là, les vêtements, les mobiliers, tout ça, c'est tout par bateau? Oui, dans le fond, pour la plupart des villages, là, il y a 2 séries de bateaux par année. Fait que si tu veux envoyer quelque chose dans une communauté, puis c'est quand même un défi pour quand on travaille là-bas, mais aussi quand tu habites là, c'est que moindrement que tu veux acheter une laveuse, il faut que tu la fasses venir par bateau, tu la feras pas venir par avion. Fait que tu as comme 2 chances là, dans ton année pour la faire livrer au port, fait que oui, il y a des bateaux qui quittent en juin, puis qui arrivent dans les villages, tout le mois de juillet, ils vont faire chacun des villages, puis ils vont arrêter. Puis, il y a une autre série de bateaux qui quittent en septembre. Puis, en octobre, ils vont faire les villages. Fait que c'est à peu près ça. Fait que les gens là-bas ça s'appelle la planification à long terme. Oui, tu sais, tout ce qui est lourd, tu le commandes d'avance, tout ça. Puis, c'est un défi pour Nous, moi, je suis plus dans le milieu de la construction, mais tu sais, c'est un défi quand tu fais un projet, puis tu dis, OK, on commence quelque chose, puis il faut que tu commandes tout. Je veux dire, la poignée de porte, il faut que tu la commandes en même temps que tu commandes ta barre d'acier qui va dans ta fondation, des trucs comme ça. Oui, si tu oublies les pentures, il n'y aura pas de porte pendant un an. Hein. C'est ça. Fait que c'est quand même ça rajoute un niveau de complexité aux choses qui est pas négligeable. Puis c'est ça. Tu peux quand même monter des choses par avion. Donc, dans chaque village, il y a un magasin. 1 ou 2 magasins, là, mais il y a un magasin, entre autres, qui appartient à une coopérative, la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec. Qui est une coop qui appartient aux membres qui sont les bénéficiaires inuits là, dans les communautés. Puis c'est une espèce de magasin général où tu vas retrouver des manteaux, tu vas retrouver un marteau, puis tu vas retrouver une pinte de lait. C'est vraiment un magasin qui couvre... Comme à l'époque, là, comme on avait au Québec ici, il n'y a pas si longtemps. Oui, exactement. Magasin général. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est exactement ça. Puis eux vont faire monter, beaucoup de choses par bateau, tout ce qui est sec. Mais tout ce qui est périssable va monter par avion. Okay. Donc, il y a quand même de la livraison par avion. Oui, il y a quand même de la livraison par avion, mais tu es limité dans le volume, j'imagine, là? Oui, mais aussi dans la taille des choses. Fait que, à un moment donné, pour un magasin de la bouffe, c'est correct, mais si tu voulais faire monter, comme je disais, une sécheuse sur un avion, quoique ça pourrait se faire vraiment mal pris, mais ça serait pas donné. C'est une complexité, mais... Puis, tu sais, écoute, la météo souvent n'est pas au rendez-vous. Fait que, de manière générale, dans chaque village, tu vas avoir un avion
à chaque jour, tu vas avoir un avion qui arrive puis un avion qui part. Okay? Fait que, si tu veux, mettons, aller de Montréal dans un des villages, ben, il y a un avion par jour qui va partir pour y aller. Puis si tu es dans le village, tu veux redescendre à Montréal, il y a un avion par jour qui va passer pour redescendre. Fait que si l'avion a overshooté parce que soit il y a de la brume, il ne voit pas la piste, soit il y a trop de vent ou le vent est on dit crosswind, là, est transversal de la piste, l'avion ne peut pas atterrir, soit qu'il y a un bris mécanique. C'est quoi la taille des aéroports? C'est bien gros? T'as pas un 737 qui peut atterrir là? Oui, non, il y a, okay. Il y a deux communautés à Kuujjuaq et à Puvunituq. Maintenant, tu as un jet qui se rend. Ouais. Okay, fait que, c'est super agréable. Pour Puvunituq, avant, ça prenait... avant, c'était des Q400, là, des Dash 8 qui... ils le font encore, là, on appelle ça la ronde de l'île. Fait que tu disais qu'il y avait 7 villages par côte. Mais en gros, tu as comme un avion qui part de chaque côté et qui fait les 7 villages pour se rendre en soirée au dernier village qui est le plus haut. Okay. Qui est lequel? C'est Salouit. Okay. Ouais. Donc, si tu vas aller à Salouit, par exemple, tu vas partir de Montréal à 8h le matin, puis tu vas arriver à Salouit à 5h30 le soir. T'sais. Puis tu vas atterrir dans chacun des villages. Tu vas atterrir dans 7 villages. Fait que, écoute, moi, ma première journée de travail, justement, on vient sur la cité Makivik, je connais pas le Nord, je connais rien, puis j'arrive là, mais je suis super motivé, puis on dit, écoute, première journée, on va commencer à l'aéroport, on va aller à Ivuyivik, qui est le village juste voisin de Salouit, qui est comme un des plus au nord. Puis il y a d'ailleurs qu'on a notre projet qu'on va parler tantôt. Puis, parfait. Fait qu'écoute, on se rencontre à l'aéroport. On va faire une rencontre avec le conseil municipal, le maire, puis les conseillers parler du projet d'infrastructure, le projet de bateau là, qu'on va construire dans le village. Construire tes brises là. Oui, c'est ça. Je pense que là, dans l'avion, je savais. T'avais catché. J'avais catché. Fait que, écoute, on part à 8 heures, tu arrives à l'aéroport, on arrive là-bas dans le village. Il y avait un peu de retard, c'est comme à 6 heures le soir. À 7 heures, on est en février. Mon en skidoo, il neigeait. Ça va faire notre petite rencontre avec le conseil de 7h à 9h. Puis le lendemain matin, on reprend l'avion à 9h le matin, puis j'arrive à Montréal à 8h le soir. T'sais. Puis là, je débarque, puis là, je dis « OK, tu attends, là. Hey, écoute, il y en a eu de l'avion, là, tout ça pour une rencontre, de 2 heures. De 2 heures. Puis là, tu regardes le prix du billet d'avion, puis tu fais comme, OK, c'est pas donné là, pour aller dans le Nord. C'est à peu près 3500, là, un billet aller-retour pour aller à Ivuyivik. Fait que c'est excessivement dispendieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs. Puis, les places sont limitées. Mais oui, puis il faut maintenir les infrastructures là-bas dans chaque village. Fait que, écoute, je revenais, puis j'étais, mon Dieu, parce que bon, mais c'est important d'y aller. Ça aussi, c'est quelque chose que... mais c'est un peu pareil avec je pourrais dire probablement avec la coopération internationale. Absolument. Les gens disent souvent, c'est ça, mais pourquoi tu fais pas ça au téléphone, tu t'appelles pas, puis tu dis ouais, mais c'est pas pareil là. Les gens, quand tu les vois, ils prennent ça beaucoup plus au sérieux. Le contact n'est pas pareil, là, puis ça vaut la peine de se rendre, ça vaut la peine de prendre le temps puis de se rendre sur place. Puis d'être là 2 heures, si la rencontre dure 2 heures, tu vas peut-être passer une demi-heure avant à jaser de la famille, le travail, d'autres choses. Ça crée des liens pas mal plus intéressants que juste être tout le temps dans un contexte de travail de je t'envoie un courriel, tu me réponds. Il y a un aspect plus riche, là, je pense, qui s'ajoute à être en personne, c'est certain. Oui. Non, tu croises le monde, puis comme tu dis, tu crées des liens. Le fait d'être là aussi, ça te montre, tu apprends à connaître, je parle pour le Nord, ça t'apprend à connaître c'est quoi le village est fait comment, c'est où, quoi et où, tout ça. Fait qu'après ça, quand tu parles de ce village-là, quand tu fais des choses par rapport à ce village-là, ben, tu as une connaissance qui t'aide beaucoup. Là, Puis dans le Nord, il y a beaucoup de gens qui passent. Là. Il y a beaucoup de gens qui vont... soit qui iront jamais. Donc, les populations locales sont habituées là, puis justement, du monde qui vont juste être au téléphone, qui vont jamais se rendre sur place, tout ça, puis ils apprécient là, quand tu prends le temps d'y aller, puis ça vaut la peine. Tu le fais pas à chaque semaine nécessairement, parce que bon, il y a des coups à ça, là, mais quand tu as des projets moindrement importants, là, ça vaut la peine d'aller rencontrer les gens. Ça se passe comment, mettons, si tu disais tantôt, bon, des fois, il y a des problèmes de vol ou... c'est quoi, tu dors sur place? Tu dors dans le village? Il y a plein de réponses à cette question-là. Normalement, quand tu arrives dans un village, bon, souvent ça va arriver, puis là, bon, tu es dans l'avion, puis souvent le pilote va dire, OK, on part, là, la météo est pas belle à Inukjuak ou Umiuyak pour Puvunituq. Fait que, tu sais, on a comme 15% de chance à Inukjuak. Là, il va même te mettre des pourcentages, puis là, des fois, il va te dire, OK, décidez ce que vous faites. Soit que tu restes là, puis tu fais, OK, tu sais, j'oublie ça. Soit que tu t'essayes, mais là, tu sais pas trop si tu vas te rendre, puis bon. Fait que, mettons, t'embarques, puis là, bon, ben, là, t'as tout le temps le fameux stress, tu sais, l'avion descend, tu vois rien parce que c'est de la brume, puis là, tu ziotes avec tes yeux, l'œil bleu, puis tu veux juste voir quelque chose à terre, tu sais.
Puis là, tu sais, là, ça fait longtemps qu'on descend, puis je vois rien, là. Ah non, ça marchera pas. Puis là, ben, là, ça met, t'entends un, puis là, t'entends le moteur accélérer, un, puis là, ça remonte. On a overshooté. Fait que là, il a dit, ça marche pas. Donc là, ils vont. C'est le pilote qui prend la décision, c'est le pilote qui prend la décision en fonction des conditions. Ouais. Des fois, il va te le dire avant de partir. Des fois, il dit, c'est sûr qu'on s'essaye pas, on l'aura pas. Okay. Mais la majorité du temps, il va essayer. Puis des fois, t'es chanceux, il y a une éclaircie. Si c'est la brume, là, la brume va se tasser. Ah, Colin, tu rentres, puis ça referme. Puis là, t'as plus y a-tu comme des tours de contrôle pour les aider ou? Oui, il y a une tour de contrôle dans. Ah, mais ça, tantôt, tu me parlais des aéroports, c'est-tu gros? Ouais. Puis, mais là, ils sont en train de les rénover, là, d'en bâtir des nouveaux, en fait. Il y a quelques villages, c'est encore les vieux aérogares. Fait que je te dirais, c'est les plus petits villages, là, ça va être des petits aérogares, genre une salle d'attente là, qui est grande comme la pièce qu'on est en ce moment. Là. Ouais. Puis, tu as un petit tour de contrôle, mais tu sais, tu peux... Il y a 4 marches, puis c'est un bureau, puis tu vois le gars. Là, fait que, puis un comptoir avec 1 ou 2 agents. Fait que c'est quand même très petit. Mais il faut qu'ils voient la piste. C'est pas aux appareils là, quand ils atterrissent. Fait que, il faut vraiment qu'il y ait un visuel, autant pour décoller qu'atterrir. Fait que des fois, ils vont se parker au bout de la piste, puis là, t'attends que la brume tasse. Puis aussitôt qu'ils voient comme le bout de la piste. Là, ils partent. Puis, si tu restes pris, puis t'arrêtes à quelque part, ben là, des fois, la compagnie aérienne, puis là, je me souviens plus exactement de la nuance, mais je pense que si c'est un bris mécanique, ils vont te prendre en charge, mais si c'est les météos, ils te prendront pas en charge. C'est-à-dire que si c'est un bris mécanique, parce que ça arrive parfois, ils pognent un flat en atterrissant, c'est des pistes en gravier. Fait que, c'est des pistes en gravier, fait que des fois, ça arrive, crevaison sur l'avion. Ça arrive quand même souvent, oui, tu sais, je te dirais, j'imagine que c'est tapé, là. Oui. Non, c'est tapé. C'est pas de la garnotte frivole, mais... Mais c'est... mais oui, c'est fréquent, tu sais, fait que... tu sais, ou des fois, c'est... Tu sais, il y a des trucs vraiment... des petites erreurs, mais tu sais, par exemple, l'avion a atterri, puis souvent, mettons, il y a des camions cubes, mettons, le camion cube du magasin qui vient chercher la bouffe que l'avion a montée, ben il va reculer jusqu'à côté de l'avion, puis là, ben, ils vont décharger l'avion dans le camion. Tu sais, ben, des fois, là, le camion, il recule, puis tu sais, j'ai déjà vu une fois, ben, il a mal regardé ou puis il a bumpé l'avion, tu sais, pouf. Puis, tu sais, ben, pas énormément, mais là, ça a fait une poque. Fait que là, tu sais, oublie ça, tu peux pas rembarquer dans l'avion. Fait que, tu sais, des trucs comme ça. Des avions de backup dans certains villages, au cas où est-ce qu'il y a des bris trop majeurs? Des fois, oui. Des fois, ils vont, tu sais, mettons, il va y avoir un avion à coup de joie qui vont l'emmener, puis là, ben, 3 heures après, il va y avoir un avion qui va arriver, tout ça. Fait que, tu sais, des fois, il y a moyen de s'organiser, mais, tu sais, ça peut arriver que si tu arrives, par exemple, puis tu n'es pas pris en charge. Il y a eu de la brume, puis tu atterris dans un village. Tu sais, écoute, ça m'est déjà arrivé une fois, il était 6 heures, puis moi, je pensais que tu pouvais dormir dans l'aéroport, tu sais, au pire. Je me disais, bon, ben, je vais rester dans l'aéroport. Puis, l'agente au comptoir en disant tu n'as pas le droit, à cause d'assurance, tu peux pas dormir dans l'aéroport. Fait que là, j'ai pas de place où aller, parce qu'il y a un hôtel, mais l'hôtel est plein, puis il n'y a pas de place dedans. Fait que elle dit ben écoute, faut que tu te débrouilles. C'est rare, ça arrive. Fait que là, quand ça arrive la première fois, tu sais pas trop, mais par après, c'est que beaucoup d'organisations dans le Nord, on appelle ça des staff house. Ils ont des maisons pour loger leurs employés. C'est-à-dire que par exemple, Air Inuit a des staff house dans certains villages pour loger leurs pilotes. La Régie de la santé, ceux qui s'occupent des hôpitaux puis des CLSC, ils ont des maisons pour loger les médecins et les infirmières qui vont là. KI, qui est la commission scolaire régionale, a des maisons pour loger les profs, directeurs d'école qui montent là. Fait que ce que tu peux faire, normalement, tu vas aller à l'hôtel, puis quand même, souvent, il va rester ça. Une autre option, c'est de voir s'il y a un projet de construction dans le village. Fait qu'il va y avoir un campement pour loger plus ou moins les travailleurs de la construction. Donc, ça aussi, tu peux aller là. Puis sinon, ben, tu peux essayer de contacter une des organisations que je viens de te nommer, puis voir s'ils ont une chambre de disponible dans un de leurs staff house qui n'est pas utilisé. Puis tu vas finir par trouver une place à quelque part. Mais souvent, il va y avoir de la place à l'hôtel quand même, fait que tu vas être correct. Il y a des hôtels dans toutes les... Il y a un hôtel par village. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. Il y a un hôtel qui a comme, tu sais, qui peut avoir, mettons, 14 chambres. Fait que si t'es malchanceux, les 14 chambres sont prises. Mais tu sais, c'est mieux que c'était quand même. Les hôtels ont été refaits. Je disais tantôt que les aérogares ont été refaits, mais ils ont fait la même chose avec les hôtels. Moi, j'ai commencé là il y a peut-être 13 ans. Puis, là, en 13 années, ils ont comme reconstruit un nouvel hôtel pour remplacer le vieux dans chaque communauté. Fait que c'est quand même des beaux hôtels là, quand tu arrives. C'est un hôtel neuf puis moderne. Fait que c'est ça. Mais tu dirais, les gens aussi sont habitués. Là, on en parlait un peu avant le podcast tantôt, mais c'est pas une surprise. Puis c'est tellement drôle, quand tu es à l'aéroport, tu veux quitter le village, puis là tu es à l'aéroport, puis là tu regardes le ciel, là, quand il vente, là, tu regardes le fanion de la piste, puis il est comme
transversale à la piste, puis tu dis « Ah non, ça n'arrêtera pas ». Puis là, tu as tous les Blancs qui sont stressés, puis là, ils écoutent l'avion. Tu as tous les Inuits qui sont super relax, puis tu te dis « Bon, l'avion n'atterrit pas ». Tout le monde se lève, s'en va, puis tu as des Blancs qui sont super frustrés, tout ça. Parce que, tu sais, sont habitués de vivre avec ça, avec cette réalité-là. Avec l'organisation, puis tu sais, il y a un micro-changement, il va y avoir une solution tout de suite pour, tu sais, mettons, tu prends l'avion de l'aéroport Montréal-Trudeau, si un vol, ton vol est retardé, il va en avoir un autre, tu sais, ça va pas au lendemain. Ouais. Non, c'est ça, puis tu sais, mais il y a vraiment une résilience, très grande résilience sur les communautés locales. On s'adapte. On s'adapte, tu sais, parce que, tu sais, pour mille et une raisons, il y a un blizzard qui frappe dans un village, tu sais, tout ferme. Tu sais, un blizzard, là, j'en ai vu un, j'étais là quelques fois dans le Nord pendant qu'il y en a eu un, puis c'est quand même impressionnant, tu sais, si tu mets ta main dehors en avant de toi, puis tu vois pas ta main, tu sais, parce que... Puis c'est super dangereux parce que les villages sont tout petits, puis tu vois pas où tu marches. Fait que si tu marches, puis c'est arrivé, là, tu sais, tu prends pas le bon chemin ou peu importe, tu fais juste marcher un peu dans la mauvaise direction, ben là, tu peux te perdre, puis tu te retrouveras pas, là, tu sais, tu vas marcher, c'est blanc partout, puis si minimalement que tu as marché un petit peu à gauche du village, mais là, oublie ça, tu es dans le toundra, puis tu ne reverras plus, puis tu vas mourir là. Fait que c'est super dangereux. Fait que tout ferme quand il y a un blizzard. Fait que les gens sont habitués de vivre avec la météo, avec les contraintes, alors qu'ici, c'est rare qu'on... Ouais, on est frustré quand l'école ferme pour les enfants, mais je veux dire, la vie continue quand même. Là, on va aller à l'épicerie, puis on va faire nos affaires, mais c'est pas le cas là-bas souvent. Bon, il est arrivé quelque chose l'année passée que tout a fermé, là, mais... On en on est peut-être plus résilient là maintenant. On a une petite coche de plus, mais on a encore un chemin à faire. Une petite coche de plus. Mais voilà. C'est ça. Ben écoute, je te remercie. J'ai appris beaucoup sur comment ça fonctionne là-bas. Puis là, toi, tu disais, ça fait 13 ans que tu travailles pour la société Makivik. Ouais. C'est quoi ton mandat, en fait? Qu'est-ce que tu fais exactement au day-to-day? Là? Ben, écoute, en fait, là, je m'occupe de Kautak, qui est une filiale de la Société Makivik. Fait que, tantôt, je disais que la Société Makivik, premièrement, a investi l'argent qu'elle a eu de la convention de la baie James. Puis, il a fait des choses avec cet argent-là. Il finance des projets sociaux. Il finance, entre autres, la course que je te parlais tantôt, mais il a fait un paquet de services. Puis, ils ont créé aussi Air Inuit, donc qui est la compagnie aérienne. Ils ont des parts dans la compagnie de transport maritime, donc ils emmènent les choses par bateau qu'on parlait. Puis on s'est créé une filiale qui s'appelle Kautak, qui est une entreprise qui fait des projets de développement puis de construction dans la région. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui est comme le représentant des communautés ou c'est plutôt une entreprise qui effectue les travaux? C'est ce qu'on fait, on effectue les travaux. Okay? Donc c'est une entreprise qui effectue les travaux, mais on fait beaucoup de projets qui sont plus de type clé en main, tout ça. Donc on va rencontrer les communautés, puis vu qu'on est affilié à la société Makivik, bien c'est sûr qu'on a une approche qui est différente d'une compagnie externe ou ordinaire, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus à l'écoute des communautés, on les connaît beaucoup plus aussi, donc tu sais, on est capable de développer des projets qui leur ressemblent, puis des projets qui répondent vraiment bien à leurs besoins. Donc tu sais, on fait ça, puis donc c'est ça, moi je m'occupe principalement de ça, puis au départ, quand j'étais chez Makivik, bien je me suis occupé beaucoup aussi des projets d'infrastructure maritime que je te parlais tantôt. Donc, on a fini un programme pour bâtir des marinas, des infrastructures dans les 14 communautés. Donc, des infrastructures qui sont utilisées par les bateaux de la communauté, donc des bateaux de pêche, des canots, mais aussi par les navires de transport qui viennent livrer les marchandises 2 fois par année que je parlais tantôt. Donc c'est ça. Fait que ça transitait un peu, mais j'ai toujours été dans le développement, la construction, puis dans les projets aussi sociaux. J'ai pas dit, mais Makivik fait aussi la construction de logements sociaux dans les 14 communautés, donc à chaque année. Parce qu'il manque d'habitation. Oui, c'est une grosse réalité du Nord. Là, puis souvent, les gens des fois, ont entendu parler du Nord à cause de ça, souvent, qui est la crise du logement qu'il y a là-bas. Donc, il y a un gros surpeuplement. Les maisons sont surpeuplées. Là, donc, s'il y a très peu de marché privé d'habitation. C'est beaucoup du logement social dans le Nord, puis c'est difficile d'essayer de démarrer. Est-ce que c'est à cause du fait que toutes les terres sont en location? Fait que tu peux pas comme acquérir une terre puis construire des immeubles puis louer. Il ne pourrait pas avoir, mettons, quelqu'un qui décide d'aller construire des condos, ça serait pas possible. Là. Un investissement immobilier quelconque. Mais c'est un bon point que tu dis, parce que quelqu'un pourrait faire ce que tu dis, puis mettons, à Coudjoac, par exemple, il y a des gens, quelqu'un qui a construit un espèce d'immeuble
un immeuble peut-être avec 24 appartements. Puis ils louent ces appartements à différents organismes. Mais le fait de ne pas pouvoir acquérir le terrain, ça rend les choses très difficiles quand tu vas chercher une hypothèque. Parce que la banque, elle ne pourra pas saisir le terrain s'il arrive quelque chose. Fait que c'est difficile d'aller te chercher un prêt pour te faire construire quelque chose. C'est un investissement. Oui, donc pour ça, c'est un gros frein. Puis il y a des initiatives qui se mettent en place, qui sont en train de se mettre en place pour sensibiliser, essayer d'aider les gens à avoir le milieu, à développer leur maison privée, puis à créer un marché. Parce qu'en ce moment, dans les communautés, vu qu'il y a très, 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 très peu de privés, donc il n'y a pas vraiment d'appartements que tu peux louer, puis il n'y a pas de maison, ça fait que quand tu es un jeune, puis tu habites chez tes parents, puis là, tu as 20 ans, tu te dis, bon, je vais aller en appart, il n'y a aucun appart. T'sais. Fait que la seule chose que tu peux faire, c'est à 20 ans, tu n'as pas un compte de banque super bien garni, tout ça, puis OK, c'est pas grave, je vais me construire une maison, puis les coûts de construction dans le Nord sont environ près de 3 fois là, ce que ça peut coûter construire ici en termes de coûts. Fait que c'est vraiment difficile. Donc, ce que ça fait, c'est que les gens restent avec leurs parents pendant très longtemps. Des fois, ils ont des enfants, fait qu'ils restent avec les grands-parents. Tu peux avoir un cousin qui vient habiter avec vous autres, ça fait des grosses familles. Puis, ce qu'ils peuvent faire, c'est se mettre sur une liste d'attente pour du logement social. Mais étant donné qu'il n'y en a pas assez, la liste d'attente, elle prend 10 ans. C'est long, Puis c'est ça, fait que c'est pas évident. C'est vraiment d'essayer de trouver des façons de développer le marché privé. Mais étant donné que c'est vraiment une combinaison qui est difficile, tu peux pas acheter les terrains, mais puis les coûts de construction sont beaucoup plus grands qu'ici. Fait que ça prend un méchant cash down si tu veux construire une habitation. C'est ça prend un méchant cash down, puis ça reste que c'est quand même des petites communautés où des opportunités, il n'y a pas encore énormément d'opportunités de carrière dans les communautés. Fait que il y a aussi ce défi-là qui est de développer les opportunités pour la population, mais au sein de la communauté. Donc, c'est une espèce d'amalgame qui est pas évident. Fait qu'il crée justement la crise du logement qu'il y a en ce moment. Puis c'est à ça que Makivik travaille depuis 20 ans à répondre en construisant le logement social à but non lucratif. Donc ça, c'est vraiment un volet qui est fait à but non lucratif. À chaque année, il y a plusieurs unités de logement qui sont construites dans plusieurs villages à la fois pour justement essayer de J'en comprends quand même qu'il y a énormément de projets en cours, puis que il y a du développement d'infrastructures quand même assez soutenu en ce moment dans le nord du Québec. Oui, c'est sûr que on en voudrait toujours plus. Puis, que ça aille plus vite. Pour que ça aille plus vite, tout ça. Mais oui, il y a des projets, depuis tantôt on en parle, mais il y a les aérogares qui sont refaits, il y a les hôtels qui ont été refaits, il y a des écoles qui se construisent dans certains villages. Donc, c'est pour ça que au niveau infrastructure, il y a quand même des choses. Puis, justement, c'est le fait aussi, étant donné que c'est des municipalités, puis c'est souvent le débat, mais c'est des villages au même titre que les autres municipalités du Québec. Donc, le gouvernement a une obligation d'offrir les mêmes services qu'ils vont offrir là-bas. Donc, il faut que ce soit des services de qualité, des infrastructures de qualité comme on aurait ailleurs dans la province. Mais, il y a la réalité comme ailleurs dans la province où il y a des manques de budget partout. Donc, ça se reflète aussi au nord, mais il y a quand même des projets qui se réalisent là, à chaque année, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, que ce soit aussi au terme des infrastructures comme les CLSC ou les écoles, mais aussi les logements pour loger ces travailleurs. Là, parce qu'il y a encore beaucoup de travailleurs extérieurs qui viennent dans les villages. Et il y a donc il y a aussi un manque de logement pour ces personnes-là. Là, tu parles d'infirmiers, infirmières, médecins. Oui, exactement. Ça peut être le technicien d'Hydro-Québec qui va venir pour... les villages sont alimentés avec des génératrices au diesel. Puis justement, il y a des initiatives pour essayer de faire des projets pour convertir ces 14 communautés-là avec de la production d'énergie renouvelable. Il y a un village comme Inukjuak qui construisent un barrage hydroélectrique pour alimenter le village. C'est le premier village qui va avoir une transition verte au niveau de la production de l'électricité. Mais en ce moment, c'est quoi? En ce moment, c'est vraiment c'est des génératrices. Fait que imagine un bâtiment avec 3 génératrices qui sont alimentées au diesel, qui roulent à l'année longue, qui s'alternent, puis dépendamment de la demande dans le village. Puis le diesel monte par bateau. Est entreposé dans les gros réservoirs. Fait que, c'est loin d'être vert. Là. C'est loin d'être vert, tu sais. Puis, je pense qu'Hydro-Québec au Québec, il y a 26 réseaux. On appelle ça des réseaux autonomes, qui ne sont pas reliés au réseau d'Hydro-Québec. Puis, le plus gros, c'est les îles de la Madeleine, si je ne me trompe pas. Okay. Puis, il y a les 14 du Nunavik sont dans la liste. Donc, c'est ça. Fait que
de faire une transition. Fait qu'il y a des projets qui se font, tout ça, il y a différentes initiatives, mais il y a un manque de logement partout. Puis, mettons, à part le manque de logement, le fait qu'il y ait des travailleurs, beaucoup qui viennent du Sud parce qu'il manque de main-d'œuvre pour plein de services essentiels, là, comme l'éducation, les soins de santé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que tu as constaté sur place comme problématique ou comme manquement? Ou, qu'est-ce que tu as vu, en fait? Y a-tu des choses que tu as faites? Ah, ouais, ça... en dehors de l'aide qu'on leur apporte, il y a ce volet-là aussi que je trouve qui n'est pas assez pris en compte, mettons. Tu sais, on parlait un peu plus tôt de l'éducation, puis c'est sûr que l'infrastructure, il va toujours avoir des bons, puis on va tout le temps vouloir plus, puis tout ça, puis il y a des initiatives qui se font là-dessus aussi, mais il y a le taux de graduation des populations locales n'est pas très haut. Je l'ai plus par cœur, là, mais les étudiants inuits qui ont leur diplôme de secondaire 5, je ne veux pas mentir, là, mais c'est quelque chose comme, il me semble, 20-25%, c'est très bas. Là. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui graduent. C'est difficile quand tu n'as pas un diplôme de secondaire 5. Après ça, d'avoir une... Tu peux réussir à avoir une carrière intéressante, tout ça, mais tu vas limiter, disons, le nombre d'opportunités que tu vas pouvoir avoir devant toi. C'est comme ici, au Sud. Là, exactement. Pas de secondaire 5, bon, ben, tu peux faire des équivalences, te diriger vers les diplômes d'études professionnelles, mais c'est sûr que tu n'enseigneras pas à l'université. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, fait que c'est d'essayer de trouver des façons... Puis on voit souvent essayer de trouver des role models, qu'ils appellent, donc des rôles modèles là, pour les jeunes Inuits. La gouverneure générale qui a été nommée justement récemment est un excellent exemple. Là. Donc, tu sais, ça a vraiment été un beau moment pour la population, puis ça a vraiment été un modèle. Regardez, là, on est capable de se rendre là. Puis ça va aider à développer, je pense, la fierté des gens. Parce que ce que je réalise, c'est que, tu sais, quand tu viens pas, moi, je viens pas de ce milieu-là, puis tu sais, je veux pas parler pour eux, pour les Inuits non plus, puis, mais je sentais des fois qu'il y avait une fierté qui était peut-être pas là, de dire que tu es autochtone, tu sais. Puis de développer cette fierté-là, parce que souvent, tu sais, puis on peut le comprendre avec le contexte historique qu'il y a eu, c'est pas nécessairement un réflexe de dire « Hey, moi, je suis autochtone, tu sais, je suis fier de ça, tu sais, je suis fier de mes racines, tu sais. » Traditionnellement, il n'y a pas si longtemps, les Autochtones étaient mis de côté, puis tu essayais de te cacher de ça. T'sais. Puis il y a d'ailleurs les plus vieilles générations qui souffrent encore de ça aujourd'hui. Puis, donc, moi, je reviens à ça. Si tu développes ta fierté, comment on peut développer une fierté de dire, d'être fier d'être autochtone. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler, justement, en ayant des modèles. Puis... ultimement, ben, quand tu deviens fier, tu te développes, puis d'essayer de développer à travers l'éducation un background qui est un peu plus poussé pour avoir des opportunités plus intéressantes, puis créer d'autres modèles qui vont en motiver d'autres, puis voilà, ça va se développer. Je pense que c'est vraiment là où il y a une espèce de besoin ou quelque chose qui a un travail intéressant qui pourrait être fait. Mais tu parlais de modèle. En fait, moi, le modèle dont tu m'avais beaucoup parlé avant, c'était elle qui pilote. Oui. Puis j'ai vu quelque chose passer dernièrement, comme quoi que maintenant, elle avait eu sa licence, je pense, pour piloter des avions de ligne, là, des 737, c'est ça? Oui, exactement. Ben, c'est ça, celui qui a atterri à Povonituk, je te disais tantôt. Mélissa Annie. Oui, c'est ça. Mais c'est pas elle qui a été nommée sénatrice. Non, c'est pas elle. Okay. Mélissa Annie, c'est ça, c'est une pilote. C'était une première, je pense la première femme pilote inuit qui a gradué, si on veut, puis qui vient d'Inukjuak, qui a gradué il y a quelques années. Puis là, elle vient d'avoir sa licence justement pour les plus gros avions. Pour les 737, puis donc ça fait une autre première. Fait que ça, effectivement, c'est un super bel exemple parce que ça va en inspirer d'autres. Puis tu sais, je sais qu'Air Inuit, justement, ça appartient à la Société Makivik, ils sont très ouverts à développer des talents locaux, puis il y a de plus en plus d'inscriptions au niveau des pilotes Inuits, puis justement, c'est agréable quand tu vois un avion, un gros 737 qui atterrit dans ton village, puis tu vois que c'est elle qui sort, qui vient du village d'Inukjuak qui est juste à côté, par exemple. Inukjuak et Povonituk, c'est deux villages voisins. Ben, ça en motive des jeunes qui sont à l'école de poursuivre. Puis ça fait, OK, ben, je pourrais peut-être faire ça moi aussi, puis ça serait une belle carrière. Puis, c'est ça. Je pense que là-dedans, il y a quelque chose à faire. OK. Puis est-ce que tu penses qu'il y a comme Est-ce que tu penses que les communautés, puis là, peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais est-ce que tu penses que les communautés inuites sentent une espèce de
le sentiment d'infériorité par rapport au Sud? Ou est-ce que, tu sais, parce qu'on parle de fierté, mais des fois, c'est parce qu'on se compare, tu sais, on n'est pas fier de qui on est parce qu'on se compare avec d'autres. Mais est-ce que tu penses que ça peut venir de ça aussi, de regarder le Sud puis faire, ah, ben, tu sais, les infrastructures sont mieux développées? Je sais pas, c'est très mon impression personnelle. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps a beaucoup joué. Tu sais, l'histoire des pensionnats, où justement, il y a eu une espèce, il y en a qui appellent ça un génocide autochtone, mais où ils ont vraiment essayé dans les pensionnats d'éliminer tout ce qui était autochtone, puis de briser la culture, tout ça. Il y a eu la GRC qui a battu les chiens de traîneau dans les villages dans les années 50 pour essayer de sédentariser les Inuits, que justement il y a eu des excuses du gouvernement fédéral il y a quelques années par rapport à ça. Ça avait beaucoup marqué les esprits. Il y a aussi eu la relocalisation des familles Inuits qui habitaient à Inukjuak, justement un des villages du Nunavik, qui ont été relocalisés à Resolute Bay, au nord complètement du Nunavut, qui est pour justement occuper le territoire. Puis, bref, sont arrivés là-bas, c'était un environnement complètement différent. Ils ont été laissés à eux-mêmes. Puis, il y a des gens qui viennent tout juste de revenir dans leur village natal suite à ça. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à l'époque qui, je pense, ont laissé des séquelles, puis ont laissé ont eu des conséquences. Mais ça s'améliore, puis je vois de plus en plus mais justement, le fait que les Inuktitut, on en parlait tantôt, est encore très populaire au Nunavik, mais c'est une super chose, que les gens continuent à y parler puis soient fiers de leur culture. Puis il y a des festivals de musique autochtones qui se développent de plus en plus, puis je pense que les gens ont de plus en plus une fierté, puis je pense pas qu'ils se comparent nécessairement, puis je pense pas qu'il y ait un sentiment d'infériorité. Je pense que peut-être plus vers les jeunes avec Facebook puis tout ça, puis qui vont avoir accès à peut-être comme si quelqu'un ici qui viendrait d'un petit village, par exemple, qui voit qu'est-ce qui se passe à Montréal, ou quand j'étais plus jeune, moi j'allais à New York avec l'école, puis je revenais puis je capotais sur New York, puis c'est bien hot, Times Square, puis Chinatown, puis tu peux acheter plein de choses. Fait que, c'est sûr qu'il y a peut-être ça chez des plus jeunes, mais je pense que c'est beaucoup plus causé à cause de ce qui s'est passé avant que ce qui se passe maintenant. Puis c'est pour ça qu'on essaie de travailler avec les communautés. Une des trucs, je pense, qui fatigue les gens dans les communautés, c'est avec le temps, ils ont vu énormément de gens passer et partir. Puis ça, je le ressens, puis on le voit beaucoup. Par exemple, à Kuujjuaq, pour le gouvernement régional, il y a des taux de roulement d'employés qui sont très, très rapides, parce que souvent, les gens qui vont monter pour aller, puis je parle pas comme moi qui est basé au sud, mais les gens qui vont vraiment aller habiter là-bas pour travailler comme prof, comme peu importe, comme ingénieur à Kuujjuaq, par exemple. Souvent, tu vas avoir des jeunes qui vont monter avant d'avoir des enfants, puis ils vont vouloir vivre une expérience. Fait qu'ils vont aller là, ils vont rester 2 ans, puis là, ils vont commencer à avoir une famille, puis là, ils vont descendre. Puis là, tu vas avoir quelqu'un d'autre qui va faire ça. Puis, je pense qu'il y a un des trucs qui... les locaux ont peut-être le sentiment souvent d'avoir été abandonnés, peut-être aussi, par des gens comme ça, qui viennent puis qui partent. Puis à chaque fois, tu développes des relations, puis ils finissent par s'en aller. Puis ils vont encore venir s'en aller dans... Donc, il y a ça beaucoup, je pense, qui crée aussi une espèce de dynamique. Une distance aussi. Ouais, tu dois moins t'ouvrir facilement à une nouvelle personne qui arrive dans ton village, un nouveau professeur, parce que tu sais que ça fait 2-3 fois que tu vis le même scénario de la personne, tu t'attaches, tu crées des bons liens, puis la personne quitte. Oui, puis tu sais, ça l'aide pas non plus à bâtir des relations, tout ça, parce que, tu sais, c'est ça, tu as tout le temps ah, mais là, tu sais, pourquoi je développerais quelque chose avec, qui va s'en aller dans 2 ans de toute façon. Fait que ça, je te dirais que ça crée même peut-être une certaine frustration des communautés par rapport à certains Blancs du Sud qui vont monter, mélangés aussi avec un restant de tout ce qui s'est passé avant. T'sais, fait que si tu le sens, il y en a qui ont une amertume, avec raison, là, par rapport avec tout ce qui s'est passé il y a plusieurs années, donc qui restent encore, puis mélangés un petit peu avec ce concept-là. Fait que ça fait que des fois, il y a des relations, mais il y a des fois des relations qui vont super bien, qui se développent vraiment facilement, puis c'est super. Mais il y a d'autres contextes, des fois, où ça peut être plus difficile,
parce qu'il y a tout ce bagage-là qui est en arrière. Puis toi, tu arrives avec ta culture aussi, ta propre culture à toi. Puis tu peux pas effacer toute l'historique de culture qu'il y a en arrière et les préjugés de tous et chacun et compagnie. Donc non, c'est un petit peu ça, nous autres, cette réalité-là là-bas. Écoute, on va s'en aller vers d'autres choses. Comment Ingénieurs sans frontières Québec arrive dans l'histoire? Écoute, comment Ingénieurs sans frontières Québec arrive dans ça? C'est drôle, je reviens à mon truc du début, là. Puis c'est drôle parce que je l'ai feuilleté il n'y a pas longtemps. Je parlais de mon voyage en Afrique tantôt, puis j'avais un petit journal là, que j'écrivais chaque jour dedans. Puis quand j'étais dans ce souper-là que j'écoutais, j'avais écrit dedans hey, j'ai trouvé, je veux travailler pour Ingénieurs sans frontières Québec. Puis je l'avais écrit, puis je l'ai retrouvé, je l'ai relu il y a comme un mois. J'ai fait, c'est drôle pareil, ça a comme pris finalement 13 ans. Mais, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Puis, donc c'est ça. J'avais essayé quand j'étais revenu de mon fameux voyage, puis finalement, ça avait pas fonctionné. Puis il y a ça fait combien de temps? 3 ans déjà? Oui, 3-4 ans. À peu près, oui, 3-4 ans. J'avais écrit 2 articles. Je sais plus c'était où je l'avais vu, je pense sur Facebook, qui avait quelqu'un du SFQ qui disait s'il y a des gens qui veulent écrire un blog, on fait un blog, qui veulent écrire des articles sur des expériences particulières de travail, tout ça. Fait que j'avais écrit 2 articles sur 2 trucs qui m'étaient arrivés dans le Nord. Puis, fait que voilà, c'était super intéressant. Je parlais avec Alizée, qui était, je pense, la fille à l'époque, qui s'occupait de ça. Puis j'ai vu le courriel que vous cherchez des administrateurs. Donc, j'ai dit, Colin, voilà ma chance. Puis, tu sais, l'expérience que j'avais acquis dans le Nord avec les communautés autochtones, je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes avec, t'en parlais tantôt, mais avec l'international, tu sais, c'est une culture qui est différente, c'est un milieu qui est éloigné. Des fois, tu peux vivre un choc culturel, tu sais, il y a une distance d'emblée quand tu te rentres en contact avec les communautés, il faut que tu arrives à la briser, puis tu sais, à créer des liens, tu sais, ça prend du temps, mais tu sais, il faut que tu gagnes confiance. Mais donc ça, puis je voyais aussi, on en a parlé assez vite quand j'ai joint un peu l'équipe, mais de dire, peut-être qu'il y aurait moyen aussi de faire quelque chose dans le Nord avec Ingénieurs sans frontières Québec. Ils développent des projets plus d'infrastructure, on s'entend. On va faire des projets d'accès à l'eau, des projets pour l'oxygène, entre autres, qu'on fait en ce moment, des trucs comme ça. Mais il y a d'autres défis dans le Nord, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Puis en même temps aussi, moi, ça me permettait de toucher un peu au volet international, puis d'élargir mon champ d'intérêt, si on veut. Fait que c'est ce qui m'a amené tranquillement à transiter. Puis je regrette pas à ce jour. Non? T'es content de où on s'en va? Oui, je suis content d'où on s'en va. Qu'est-ce qu'on s'en va faire dans le Nord? Qu'est-ce qu'on s'en va faire, ça, je vous en ai Parce que tu as parlé, en fait, de mettre de l'avant des modèles pour un peu inspirer, motiver les gens. Puis j'ai l'impression qu'on a trouvé un peu une formule qui va un peu vers ça. Mais qui est à la sauce ingénierie, on va dire. Oui, exactement. Tu sais, comme je te disais, c'est ça, on a commencé à en parler assez vite dès nos premiers CA. Le milieu du Nord est venu très rapidement avec Jean-François aussi, qui était C'est devenu un rêve. Oui, qui était très interne. Oui, c'est ça. J'ai réalisé que je n'étais pas tout seul de ma gang assez vite après avoir commencé. Puis, tu sais, quand on s'est posé la question, on a dit, bon, c'est quoi le genre d'impact qu'Ingénieurs sans frontières Québec peut avoir dans les communautés autochtones au Nord? Comme on disait tantôt, des projets d'infrastructure, il y en a quand même. Puis étant donné que c'est très dispendieux faire quelque chose une infrastructure dans le Nord, c'est sûr que tu sais, avec les moyens qu'on dispose aussi, ça devenait plus difficile de faire quelque chose de significatif au niveau des infrastructures. Fait que je disais, c'est peut-être pas là nécessairement qu'on est capable d'avoir l'impact le plus intéressant. Il ne faut pas se le cacher. Là. Construire une école au Togo, ça coûte, à cause du taux de change qui est favorable pour le Canada, c'est très facile de ramasser les sommes nécessaires pour construire un bâtiment de 3 salles de classe au Togo. Là. Puis c'est partout, à bien des endroits, c'est comme ça. Là. Puis tu sais aussi, il y a toute la question de la réglementation aussi au Québec, qui est différente que si, par exemple, on disait, écoute, on va construire, mettons qu'on avait les fonds, puis on va construire une école dans un village, bien là, tu sais, c'est déjà réglementé par, je veux dire, le ministère de l'Éducation, tout ça. Fait que tu peux pas arriver nécessairement demain matin et dire, tu sais, vous voulez une école, on construit une école, tu sais, voilà. Puis, on emmène des profs dans cette école-là, puis c'est tout, tu sais. Fait qu'il y a tout aussi ce volet-là le cadre qui est, disons, très différent. Donc, on a eu l'idée de faire le projet Sivoumoarnik. Qu'est-ce que ça veut dire, Sivoumoarnik? Sivoumoarnik, ça veut dire... c'est un mot Inuktitut. Sivoumoarnik, qui veut dire regarder vers l'avant. Si je le prononce exactement, là, mais c'est regarder vers l'avant.
Okay, puis ce qu'on s'est dit, c'est justement, je parlais tantôt de l'éducation. On s'est dit, mais comment on est capable peut-être de faire quelque chose pour motiver davantage les jeunes à poursuivre leur parcours scolaire? Le taux de décrochage est élevé, puis on a une belle expérience, on est ingénieurs sans frontières, on fait beaucoup de projets. Bon, comment on est capable de monter quelque chose pour justement motiver les gens à poursuivre leur parcours? Donc, on a eu l'idée de développer des présentations qu'on va donner dans les écoles. On commence avec 2 villages, donc Ivouillévic et Tassouillac, avec nos partenaires et nos ingénieurs qui vont partir au mois d'octobre pour aller faire des présentations dans les écoles. Puis on va couvrir différents sujets liés à l'ingénierie puis aux sciences. Okay? Puis, tu sais, on en a sur le pergélisol, justement, qui est bon pour... on en a sur l'eau potable aussi. Puis, on va visiter l'usine d'eau potable du village parce que... on parlait tantôt. C'est des problématiques qu'ils ont. Oui, exactement. C'est des problématiques qu'ils ont. Puis, tu sais, les villages dans le nord, bon, on est en milieu de pergélisol, donc il n'y a pas d'égout aqueduc parce que dans le pergélisol, ce serait problématique. Fait que tous les bâtiments sont alimentés avec des réservoirs d'eau potable, des réservoirs d'eau usée qui se font remplir et vider à chaque jour ou à chaque 2-3 jours par des camions qui se promènent dans le village. T'sais. Ça, c'est quand même assez différent d'ici. Là. Ça d'ailleurs, au lieu d'avoir un camion de vidange, c'est un camion d'eau potable qui vient te livrer de l'eau. Oui, puis tu as l'autre qui sent moins bon, qui se rapproche plus du camion de vidange, mais qui vient vider ton réservoir. Lui, quand il vient, tu le sais. Ah oui, c'est quoi, c'est des fosses septiques ou? C'est comme une fosse septique, mais souvent, tu peux pas la mettre dans le sol à cause du pergélisol. Fait que souvent, elle est dans l'enveloppe du bâtiment. Fait que mettons, les maisons là-bas, encore une fois, à cause du pergélisol, sont pour la majorité surélevées. Donc, sont à peu près à 3 pieds du sol sur des trépieds. Puis, donc, c'est vide en dessous. Là. Tu pourrais ramper en dessous de la maison. Donc, ça réchauffe pas le sol. Là. Étant donné que la maison n'est pas déposée sur le sol, ça garde le sol froid. Ça fait pas fondre le pergélisol qui est en dessous. Puis, souvent, on va construire en dessous de la maison une espèce de cage en bois isolée. Puis, dedans, il y a un réservoir de plastique qui est comme la fosse septique. Ça se déverse. Mais quand le camion vient la vider, c'est des odeurs, les odeurs sont au rendez-vous. Là. Ah, moi, j'ai mon vidange de fosse septique 1 fois 2 ans, puis c'est suffisant. Ah, OK. Bon, regarde, là-bas, c'est aux 3 jours. OK. Écoute, c'est un peu quand tu soupes. Là. Mais c'est toute une dynamique, ça aussi, qui est particulière à gérer. T'sais, souvent, on construit des jumelés, par exemple, des maisons avec un appartement de chaque côté, puis il y a une salle au milieu, une salle mécanique qu'on appelle, qui est une salle commune avec les réservoirs. Mais tu sais, si un voisin décide de faire, par exemple, un vendredi, 5 brassées de lavage, bien là, il n'y a plus d'eau. Puis tu sais, les camions, mettons, ne passent pas la fin de semaine. Fait que là, toi, tu es de ton bar, puis tu n'as plus d'eau pour faire cuire tes affaires. Tu sais, fait que les gens sont vraiment habitués de tu sais, quand tu regardes les statistiques de consommation d'eau par habitant là, je pense que c'est 4 fois moins qu'ici, parce que les gens sont tellement sensibilisés à faire attention et à tout ça, parce que tu veux pas manquer d'eau, puis tout le temps à la fin du monde, ou des fois il y a un blizzard, tu sais. Je parlais tantôt, les camions peuvent pas venir pendant 4 jours. Fait que, tu sais, si t'as plus d'eau, faut que tu te débrouilles. Non, c'est vraiment une dynamique qui est particulière. Fait que, des ateliers sur l'eau potable. Oui, sur Pergélisol. Pergélisol. On est ingénieurs sans frontières, donc il y a un atelier sur les enjeux internationaux. Oui, exactement. Donc on voulait un peu amener une dimension qui nous est propre, là, dans le sens où la majorité des ateliers sont orientés vers des trucs où lesquels les habitants sont quand même au courant, puis ça fait partie de leur quotidien. Là, le pergélisol, ils savent c'est quoi, ils savent comment ça fonctionne. Pour les adultes du moins, l'eau potable, mais les enjeux internationaux, on voulait parler un petit peu plus at large, donc les changements climatiques qui vont sûrement avoir un impact sur le pergélisol dans quelques années. T'sais. Fait qu'on voulait essayer d'élargir un petit peu la braquette pour un peu les ouvrir aussi sur le monde, parce que je ne sais pas à quel point les gens, quand ils regardent à l'extérieur de la communauté, je ne sais pas si je me trompe, mais peut-être qu'ils sont portés à regarder au Québec, au Canada, qu'est-ce qui se passe, mais est-ce que sont en mesure d'aller voir au-delà de ça? Tu sais, qu'est-ce qui se passe dans le monde en général? Ça, j'ai très hâte de le voir. Puis, justement, ça va être un premier test parce qu'on va faire, si vous m'en êtes 2 déjà, dans 2 autres communautés à l'hiver. Puis, on fait 2 visites par village, dans le fond. Fait qu'on va aller 2 fois à Ivouillévic, 2 fois à Tassouillac. Puis après ça, on a Inukjuak, Kangirsuk qu'on a à l'hiver aussi, qu'on va aller 2 fois à chacune. Puis la présentation sur les enjeux internationaux, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir la réponse. Parce que justement, quand on se disait,
l'idée, c'est de dire qu'avec un parcours en sciences ou en ingénierie, peu importe, ben, tu sais, je reviens avec ma phrase du début, là, mais ça l'ouvre des portes là, en ingénierie. Puis bon, mais c'est vrai que ça l'ouvre des portes. Des ingénieurs dans le Nord. Oui, tu sais, il y en a plein. Il y en a à Coudjouac, il y en a, tu sais, pour tous ces projets, les projets de construction, ça prend des ingénieurs. Pour la ville, ça prend des ingénieurs. Pour l'eau potable, tout ça, bon, ça fait qu'il y en a des ingénieurs. En ce moment, c'est tous des expatriés. C'est tous des gens qui... Ou des gens qui sont basés au sud, beaucoup, tu sais, puis qui vont y aller seulement pour faire des visites, tout ça. Donc, c'est d'essayer de les intéresser, de dire ça peut être le fun. Puis tu sais, avec l'enjeu international, on voit aussi qu'est-ce que l'ISFQ a fait, excuse-moi, à l'international. Puis c'est de dire, regardez là, tout ce que vous pouvez faire avec un parcours en sciences. C'est intéressant, là, c'est pas plate. Oui, puis le monde dans lequel on est, il y a des défis immenses qui s'en viennent. Donc la science, le génie, la technologie, ça va être des moyens de régler ces problématiques-là qui sont à l'échelle mondiale. Ouais. Donc c'est des défis de taille immense, là, tu sais. Mais c'est ça, donc tu sais, j'ai très hâte de voir la réponse à ces ateliers-là. Puis, tu sais, je pense que, puis c'est certain, tu sais, c'est pas tout le monde qui va changer du jour au lendemain, mais je pense que, tu sais, si on est capable de, tu sais, on peut pas militer pour que tout le monde devienne ingénieur. C'est ça, exactement, là, mais tu sais, si on réussit à motiver une ou deux personnes à continuer un petit peu plus loin, mais je pense que, tu sais, le pari va être gagné. Ouais. Puis tu sais, de ce que je me suis fait dire jusqu'à présent, je pense que les écoles apprécient beaucoup ce genre d'initiative-là. Tu sais, quand des gens de l'extérieur viennent, on parlait tantôt de prendre le temps d'y aller, là, tu sais, dans les écoles. Tu sais, oui, tu peux faire de quoi avec des vidéos puis tout ça, mais tu sais, c'est pas comme y aller, comme être sur place. Puis rencontrer les élèves, puis d'être vraiment, faire des ateliers avec eux, parce que les ateliers, oui, c'est des présentations, mais de manière à rendre ça vraiment dynamique puis interactif, ce qu'on a voulu faire, c'est de développer vraiment des ateliers où ils vont mettre les mains dedans, dans le sens où ils ont des défis, ils ont une problématique quelconque, puis ils vont devoir la résoudre. Puis en fonction du thème, que ce soit percher le sol, l'eau potable, les enjeux internationaux, mais aussi construction d'infrastructures avec des ponts en bâton de popsicle. Il y a robotique aussi. Puis il m'en manque une. Les énergies renouvelables. Donc ça, c'est aussi un autre volet qui... oui, puis c'est dans l'air du temps. Là, dans l'air du temps, absolument. Il y a des projets qui se développent en ce moment beaucoup. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites dans la région par rapport à ça pour mettre des éoliennes. On va en construire. Ça. Ils vont en construire des éoliennes dans l'atelier. C'est ça l'atelier. On est visionnaire, finalement. Écoute, c'est incroyable. On se lance des fleurs. Excuse-moi, on va changer le monde. Tantôt, je reprends ma phrase que j'ai dit. Mais voilà, donc ça va être un super beau projet. Puis aussi pour nos coopérants, nos gens qui vont monter là-bas, ça va être une belle expérience aussi pour eux. Tu sais, c'est ça qui est difficile. Tantôt, tu as parlé du tourisme. Puis le tourisme au nord, en ce moment, ben, c'est beaucoup la chasse et la pêche. Moins la chasse parce qu'en ce moment, il y a les troupeaux de caribous diminuent beaucoup. Donc, il y a eu des restrictions qui ont été mises par rapport à ça. Puis, mais la pêche, c'est encore populaire, mais les gens vont dans le nord en voyage beaucoup pour ça. Donc, les quelques personnes qui y vont, parce que c'est loin d'être la majorité des voyageurs qui sont des touristes qui vont au nord. Est-ce que c'est développé, le réseau touristique? Quelqu'un qui décide de « moi, cette année, je vais prendre mes vacances, aller passer 3 semaines dans le nord du Québec », j'imagine qu'il y a des fantastiques endroits à visiter. Là, il doit y avoir des... juste en bordure du Québec avec la baie d'Hudson, la baie de... c'est sûr que ça doit être magnifique. Il doit y avoir des paysages là, époustouflants. Mais est-ce qu'il y a un réseau d'activités touristiques suffisamment développé pour quelqu'un qui va aller passer 3 semaines? Je te dirais qu'il faut que tu... soit que tu bookes vraiment un voyage, par exemple, je reviens avec la pêche que j'ai tantôt, qui va être à l'extérieur du village dans un espèce de camp de pêche, OK? Avec des activités un petit peu... tour d'hydravion, quelque chose comme ça d'organiser. Okay? Tu peux aller aussi le parc Pingalouit, qui est, on le voit là, sur Google Maps, un immense cratère rond. Quand tu regardes au nord du Québec, tu vois ça. Là, c'est un gros lac bleu-bleu, un peu comme le lac Louise. Là, mais puis donc, ils ont construit quelques chalets autour de ce cratère-là. Donc, tu peux aller passer quelques temps là-bas, mais c'est très, très dispendieux. Tu peux pas vraiment... il n'y a pas beaucoup d'infrastructures touristiques. Si tu arrives dans un village, par exemple, tu disais je vais aller à Tassouillac, par exemple, puis je vais aller passer 2 semaines là. Tu arrives là, premièrement, il n'y a aucun restaurant dans les villages. Okay. À part Coudjouac, puis bon, un ou deux autres. Là, les autres villages, il n'y a aucun restaurant. Il y a un hôtel, il y a un magasin général. Point de vue commerce, là,
je viens de te les nommer. Fait que, fait qu'on est, on est là. Fait que, fait que c'est de l'activité c'est de randonnée. randonnée. Puis c'est ça, c'est très extérieur. Pêche, mais tu sais, veux pas, il y a des ours polaires aussi, près des communautés. Donc, tu veux pas non plus, OK, tu sais, je pars comme ça, je vais aller marcher. Fait que, je te dirais que c'est pas très développé. Des fois, il y a des villages où il y avait des bateaux de croisière qui passaient, puis des fois qui arrêtent dans les villages pour aller voir, mais ça pourrait se développer encore plus. Mais encore une fois, le prix du billet d'avion freine beaucoup de gens. Parce que, tu sais, pour aller à, je disais tantôt 3500 aller-retour, là, pour aller à Ivoyevik, avec ça, tu peux aller pas mal n'importe où. T'sais. Fait que souvent, ça, c'est un blocage. Mais oui, ça serait le fun que ça se développe, davantage. Ben, j'ai très hâte de voir comment nos coopérants vont trouver l'expérience, d'aller à la rencontre un peu des communautés, puis vraiment travailler avec... parce que ça va être des élèves du secondaire là, qui vont recevoir les ateliers. J'espère qu'on va avoir la chance de se rasseoir ensemble pour faire un peu un portrait de l'expérience, voir comment ça s'est passé, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer encore, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des trucs à retravailler, puis de voir un peu la réception, puis moi j'ai hâte de voir si on va avoir réussi à allumer quelques petites étincelles là, dans les yeux de certains étudiants. Là. Mais moi aussi, j'ai hâte de voir ça, puis le fait qu'on y retourne, je trouve ça le fun aussi. Fait que les gens vont y aller une première fois, ils vont bâtir des liens, ils vont apprendre à connaître les élèves, puis on y retourne après ça, un mois et demi après. Fait qu'on fait un retour là-dessus. Puis, on commence à évoluer. Ouais, tu sais, puis on va garder un contact aussi, tu sais, il va y avoir les coordonnées, tout ça. Fait que, tu sais, ils vont peut-être avoir des petits projets parallèles qui vont se développer à travers tout ça. Ça va être le fun. Puis je te dirais qu'à ce stade-ci, le seul bout plus énervant, c'est on espère qu'il n'y aura pas de brume, puis que les avions vont pas overshooter dès le premier vol. Mais ça aussi, ça fait partie de l'expérience. Fait que... Ben, écoute, c'est génial, Maxime. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de jaser de ça. J'ai appris énormément. Ça fait plaisir, n'importe quand. Prochain rendez-vous, on se refait ça dans 6 mois. Super, merci, bye. Bye.